Bonjour et bienvenue dans l'atelier Fluide. Merci à tous ceux qui sont présents et merci à l'équipe Fluide d'être ici, donc, sous la responsabilité de Valérie. Bonjour à tous. De Tanina. Bonjour. Et de Stéphane. Bonjour. Voilà. Donc, je vais me faire un peu le porte-parole de l'équipe sur le sujet donc, des fluides frigorigènes. Et on va axer cet atelier sur la gestion des interventions et des déchets. Ah, si ça veut passer. S'il vous plaît, monsieur. Vas-y. Ah, voilà. Donc, je me présente, je suis le directeur certification chez Sémafroid. Les attestations de capacité chez Sémafroid, c'est une histoire qui a commencé un certain nombre d'années, puisque le Sémafroid a été agréé, a été l'un des premiers organismes agréés pour délivrer les attestations de capacité en 2008. Et donc, depuis 2008, on a eu le renouvellement de l'agrément du ministère. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter un programme justement avec l'intervention d'Elisabeth Blaton. Merci à Madame Blaton de s'être jointe à nous pour parler des dernières évolutions réglementaires en cours au niveau européen et au niveau national. Ensuite, interviendra Monsieur Flau de l'équipe Track Déchets. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle plateforme qui est en construction actuellement pour enregistrer toutes les bouteilles de récupération des fluides dans le cadre du recyclage donc des fluides frigorigènes. On va laisser des questions-réponses parce que ce sont des sujets nouveaux, donc j'ai préféré laisser 10 minutes d'échange. Puis ensuite, je vous présenterai DataBilan, qui est notre nouvel outil pour les frigoristes pour enregistrer leurs interventions et obtenir des bilans en temps réel, et puis des témoignages des utilisateurs, parce qu'on fête nos 20 ans chez Sémafroid et que voilà, c'était l'occasion de faire témoigner quelques-uns de nos clients. Je vais laisser tout de suite la parole à Madame Blaton. Vous nous entendez? Oui, très bien, merci à vous. Eh bien, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous et merci effectivement de nous avoir contactés pour intervenir dans ces journées techniques de Sémafroid. Donc, c'est l'occasion effectivement de faire un petit point d'actualité sur les évolutions réglementaires qui sont actuellement en cours de discussion, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Donc, en termes d'évolution réglementaire, alors je pense que vous regardez, c'est vous qui passez l'écran. Je vais vous demander de passer. Voilà, c'est très bien. Merci à vous. Donc, en termes de… Effectivement, il y a beaucoup d'actualités réglementaires actuellement, que ce soit au niveau de l'Union européenne, mais aussi à un niveau national. Donc, au niveau européen, donc, il y a en ce moment même des discussions en cours pour réviser les règlements européens relatifs aux gaz à effet de serre fluorés et puis pour réviser le règlement relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il me semblait utile aussi de vous parler de la révision de ce règlement. Et au niveau national, eh bien, dans le cadre d'une transposition européenne relative aux déchets, un décret a été pris tout récemment en mars 2021 pour rendre obligatoire la dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant la révision des règlements européens, donc un rappel, je peux faire déjà un rappel des dernières étapes. Donc, il y a eu des consultations du public par la Commission européenne, donc au dernier trimestre de 2020, sur les projets de révision des règlements relatifs aux gaz à effet de serre fluorés et puis relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Donc, il s'agissait de 2 consultations publiques distinctes, l'objectif étant de recueillir les avis
sur les options, les premières options qui étaient envisagées dans le cadre de la révision de ces règlements. L'objectif, ce que je peux rappeler, c'est que la révision du règlement F-Gaz, c'est notamment de s'aligner avec les dispositions qui ont été actées dans le cadre de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal qui vise à réduire la consommation et la production de gaz à effet de serre fluorés. Donc, suite à cette consultation du public, donc, la Commission européenne a organisé 2 ateliers pour permettre aux parties prenantes d'avoir une nouvelle occasion de faire part de leurs commentaires et puis de leur sujet de préoccupation dans le cadre de la prochaine révision de ces règlements. Donc, il y a eu un atelier le 26 janvier 2021 pour le règlement ozone et puis un atelier au mois de mai 2021 pour le règlement F-Gaz. À l'issue de ces ateliers, la Commission européenne souhaitait collecter des données techniques de la part des acteurs économiques dans le but d'alimenter l'étude d'impact qui sera associée au projet de révision des règlements, à la fois des données techniques, mais aussi des données relatives au coût. Donc, actuellement, la Direction générale climat de la Commission européenne est en train de compiler l'ensemble des données techniques qui lui ont été transmises et elle est en train d'élaborer en parallèle des études d'impact pour quantifier les impacts économiques, environnementaux et sociaux par rapport aux différentes options qui ont été retenues et qui ont été retenues comme option devant faire l'objet d'une étude d'impact. Donc, en fait, aujourd'hui, elle travaille à la fois en parallèle à établir des études d'impact sur les révisions de ces règlements et elle est en train de rédiger les révisions de ces textes. Ce qu'elle envisage, c'est de transmettre des premiers projets de texte aux autres services de la Commission, puisqu'il doit y avoir une validation interservices avant que la Commission européenne ne publie ces projets de révision qui sont prévus, pour être publiés à la fin de l'année 2021. Donc, ces projets de texte seront associés aux études d'impact qui permettent d'avancer les impacts économiques, environnementaux et sociaux des propositions de ces textes révisés. Selon les dernières informations de la Commission européenne, il n'est pas prévu de nouvelles consultations dans le cadre de ce processus de révision des textes. L'objectif, c'est que la Commission propose un texte qui sera in fine discuté dans le cadre des échanges entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne au cours de l'année 2022. Donc, les 2 textes, les 2 révisions des textes des règlements ozone et F-Gaz seront publiés en même temps par la Commission européenne à la fin de l'année. Il s'agit de propositions. Ensuite, le Parlement européen et le Conseil statueront sur celui qu'il conviendra d'examiner en premier lieu par rapport à l'autre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, autre sujet important aussi qui est en cours de discussion, mais là, à un niveau national. Donc, il s'agit de la dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux et qui va se concrétiser par le déploiement de l'outil Track Déchets que vous présentera Emmanuel Flao tout de suite après moi. Donc, en fait, cette dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux est une obligation qui a été adoptée par un décret du 25 mars 2021 dont les références sont précisées sur la slide. Il concerne en fait tout maillon, toute personne qui entre dans le circuit de l'élimination des déchets dangereux. Donc, à la fois du producteur qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, mais aussi il concerne les collecteurs de petites quantités de ces déchets, les personnes qui les reconditionnent ou qui les transforment, et puis les personnes qui les détentent et puis qui les remettent à un tiers.
il consiste en fait, cette obligation elle consiste à mettre en place une base de données électronique centralisée qui est dénommée un système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Et l'obligation consiste donc à émettre un bordereau électronique dans ce système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il y a en cours actuellement dans le cadre de cette dématérialisation dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2022, il s'agit de développer un outil qui s'appelle l'outil Track Déchets pour permettre cette dématérialisation-là. Donc, pour ce qui concerne la traçabilité des déchets de dangereux qui est appliquée aux fluides frigorigènes, donc des réflexions sont en cours au sein de la DGPR et en lien avec l'équipe en charge du développement de l'outil Track Déchets pour justement mettre en œuvre cette obligation de dématérialisation et donc sur l'évolution du CERFA que vous connaissez qui correspond à la fiche d'intervention et au bordereau de suivi des déchets dangereux pour les opérateurs qui manipulent des fluides frigorigènes sur un équipement. Donc, aujourd'hui, voilà, ce qui est prévu, c'est que d'ici la fin de l'année, on consulte les parties prenantes, les acteurs économiques qui sont impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation et sur les évolutions qui sont envisagées, en sachant que ce CERFA qui est actuellement utilisé, il est fixé par deux arrêtés, donc un arrêté du 29 juillet 2005 qui est relatif au formulaire de bordereau de suivi des déchets dangereux et par un arrêté du 29 février 2016 qui s'applique relatif à certains fluides frigorigènes et au gaz à effet de serre fluoré qui prescrit le contenu de la fiche d'intervention. Donc forcément, cette évolution, l'évolution du CERFA va impliquer une modification de ces arrêtés. Et comme je vous l'indiquais, ça fera l'objet d'une concertation et d'une consultation avec l'ensemble des parties prenantes au cours du dernier trimestre. Donc voilà, on a encore des réflexions en cours pour que cette mise en œuvre n'engendre pas de surcharge administrative pour les acteurs économiques et pour qu'elle puisse être utilisée par tous. Voilà. Donc je vais peut-être maintenant laisser la parole à Emmanuel Flao, qui va justement vous présenter l'outil Track Déchets qui est en cours de développement. Merci, Madame Blaton. Je ne vois pas de... Peut-être, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? On a une question dans l'assistance. Par rapport à Madame Blaton, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort ou vous rapprocher, si vous voulez? C'est pas facile avec le masque. Madame Blaton, par rapport à ce que vous venez de présenter, est-ce que vous ne considérez pas que le planning risque d'être un peu serré sur la fin de l'année? Je ne sais pas si... Si, j'ai très bien entendu et je vous remercie pour cette question. Donc, effectivement, c'est un calendrier qui est ambitieux. Cette obligation de dématérialisation au 1er janvier 2022 concerne toute la traçabilité des déchets dangereux dans leur ensemble. Cela fait partie effectivement des éléments qui sont actuellement discutés au sein de la DGPR pour examiner la faisabilité de la mise en œuvre de cette traçabilité de déchets dangereux au 1er janvier 2022 pour l'ensemble des déchets dangereux. Donc, c'est quelque chose qu'on examine vraiment de près actuellement sur la faisabilité de mise en œuvre de cette obligation au 1er janvier 2022 et on fera, on a prévu de prendre les mesures nécessaires pour que ça se fasse de façon la plus facile, en tout cas pour les acteurs économiques, si je peux dire, et de façon aussi à ce que cet outil puisse bien être pris en main par l'ensemble des acteurs économiques avant que cette obligation n'entre en vigueur. Donc là aussi, ça fera partie de toute façon des discussions que l'on pourra discuter avec tous les acteurs économiques dans le cadre de la consultation à venir au dernier trimestre 2022 de cette année. Merci. Une autre question? Plus une remarque qu'une question. J'entends parler du dernier trimestre 2021. Il faudra quand même prendre en compte la capacité des entreprises de modifier les ERP qui incluent les documents
les CERFA et le suivi du contenu des CERFA, tout ça, et le développement que ça va nécessiter informatique, j'entends, et en termes de formation des équipes pour réussir à passer le cap et à être prêt au 1er janvier 2022, qui me semble quand même assez compliqué d'ici. Oui, oui. On risque de le revivre de façon douloureuse en 2022. Est-ce que vous avez pu entendre Oui, oui, merci. Donc, effectivement, je prends compte, j'ai bien noté vos préoccupations par rapport à la date de cette entrée en vigueur qui est actuellement fixée par ce décret. Je suis bien consciente, effectivement, que voilà, il y a des adaptations, effectivement, des systèmes qui sont actuellement en place dans les entreprises, qui est une adaptation de ces systèmes qui prend du temps et qui sera nécessaire. Donc là aussi, peut-être que M. Flao qui va présenter pourra compléter, mais l'objectif, c'est justement que il y ait ce système vous soit aussi présenté et que vous puissiez le tester en amont de phase pour justement identifier d'éventuelles difficultés. Et puis les résoudre avant justement l'entrée en vigueur du dispositif. Je vous remercie. Peut-être, alors, oui, en fin de compte, M. Flao, la personne qui va intervenir va parler de track déchets, mais en fin de compte, notre inquiétude était également sur la première partie, sur la modification de la fiche d'intervention. D'accord. Et vous voulez préciser votre question. La modification de la fiche d'intervention, c'est-à-dire… Comme l'a dit le collègue devant moi, là, c'est effectivement, nous, on a des SI déjà chez nous. On a parfois des SI partagés avec nos sous-traitants. Et c'est le timing qui nous inquiète. Le timing des discussions fin T1 2021 et pour une production début au 1er janvier 2022, comme l'a dit le collègue, effectivement, pour l'avoir vécu sur les accès certains, si on avait eu plutôt un délai courant septembre, ça aurait été plus grave. Alors, je pense que là, il faut regarder aussi avec le timing parce que finalement, c'est une transition vers le numérique qui est en train de se passer. Je propose qu'on fasse intervenir M. Flao qui va vous donner justement le détail du timing pour la mise en place de cette plateforme Track Déchets. Comment elle pourrait être reliée, je lance déjà les sujets, comment elle pourrait être reliée aux différents systèmes, aux différents ERP chez les opérateurs ou les producteurs et évidemment ce planning. Monsieur Flao, vous nous entendez? Bonjour, bonjour et merci également de m'inviter pour présenter Track Déchets. Volontiers, merci à vous d'être là. Est-ce que vous allez passer les slides ou Oui, je fais pareil. Parfait. Donc, je vais vous présenter. Donc, alors, rapidement, on va passer parce qu'ensuite, il y a le rappel réglementaire du contexte. Donc, on peut passer. Hein. Et ouais, oui, non, le contexte. Donc, Track Déchets, c'est un outil développé dans le cadre d'une start-up d'État depuis 2018. Mais donc, on a passé un petit peu les étapes de la start-up. Hein. On est incubé auprès du ministère de la Transition écologique en fabrique numérique. Et on travaille évidemment en lien avec la Direction générale de la prévention des risques. C'est un logiciel, donc, une plateforme qui sera libre d'utilisation et gratuite, voilà, mais qui sera rendue obligatoire prochainement. Alors, pourquoi Track Déchets? Alors, au départ, moi, je suis inspecteur des installations classées sur la thématique des déchets. Donc, comme tout le monde, on voyait bien que le bordereau papier, c'est quelque chose qui était un petit peu compliqué, chronophage, source de fraude, évidemment. Donc, ça générait des risques environnementaux et puis une complexité administrative. Et donc, ça, c'est l'origine de Track Déchets. Et donc, on a proposé la dématérialisation des bordereaux en commençant par le bordereau classique, le BSDD chimique. Donc, on peut passer. Ouais, donc, les Track Déchets
en dehors de la grosse proposition de valeur, protéger l'environnement, hein, que tout le monde adhère, c'est simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité. Donc, CP ou une plateforme qui vous permet d'utiliser la dématérialisation et sécuriser la chaîne de traçabilité. Ça veut dire que Track Déchets va opérer des contrôles, des vérifications de cohérence pour s'assurer qu'un acteur qui récupère, collecte ou traite un déchet ait bien le droit de le faire. Donc, l'objectif, c'est évidemment de remettre des chaînes vertueuses et de remettre le déchet. On peut passer. Alors, c'est un Track Déchets, c'est un outil plateforme. Ça veut dire qu'on est juste un noyau central. Les acteurs peuvent utiliser Track Déchets soit en direct sur l'application, soit en interconnectant leur outil. L'objectif, c'est de ne pas changer et casser leurs usages et les habitudes qu'ils ont pris avec leur ERP. C'est juste que l'ERP va être interconnecté à Track Déchets et Track Déchets fera le lien entre tous les acteurs de façon à faire suivre et vivre le bordereau jusqu'au bout. On peut passer du coup. Donc, sur Track Déchets, ça veut dire qu'on peut éditer et transmettre un bordereau. Donc, on peut être l'émetteur du bordereau. Peu importe où on se situe sur la traçabilité, on peut le faire. On peut suivre le bordereau donc, en temps réel. Ça veut dire que même si mon déchet est parti, je sais qu'il est arrivé, je sais qu'il est en cours de traitement ou je sais que c'est finalisé. Et toutes ces informations-là se reportent dans un registre qui consolide les données donc, sur Track Déchets. Donc, le registre est disponible, ce qui évite en plus de faire des reports qui sont aussi parfois source d'erreurs. On peut passer, alors la réglementation, Elisabeth en a parlé, on peut passer aussi. Donc, les BSD actuellement utilisés, alors allez-y. Vous connaissez bien hein, le schéma, je ne suis pas inquiet dessus. Vous savez qu'il y a une fiche d'intervention pour les interventions sur les équipements et elle est utilisée qu'il y ait ou pas collecte de fluide. Collecte des petits contenants alors qui proviennent de la fiche d'intervention, c'est une annexe 1 avec là où les fiches d'intervention et une signature sur les deux. Et puis s'il y a mouvement, transfert, reconditionnement, etc., il y a une annexe 2 qui est associée à un autre bordereau. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué quand on se met dans tout ça. Donc on tend pour aller vers une simplification que permet la dématérialisation. Donc sur la slide suivante. Donc, on conserve la fiche d'intervention en elle-même, puisqu'elle est un petit peu séparée. Elle peut être utilisée juste pour une intervention simple, sans collecte de fluide. Par contre, toutes les étapes liées à de la traçabilité de déchets seraient sur un seul et même support, qui serait le récépissé Track Déchets, donc qui permet la collecte des fiches d'intervention, mais également du groupement de contenants, ou du reconditionnement ou du transit. Donc ça, c'est des étapes juste qui sont permises par Track Déchets. On indique l'étape et puis voilà, on refait un bordereau tout simple avec des bons uniques. Alors, du coup, le cycle de vie, alors c'est la suivante. Le cycle de vie du bordereau avec Track Déchets. Donc, Track Déchets n'a pas d'incidence hein, sur tout ce qui tourne autour de la traçabilité. On est vraiment axé sur la traçabilité du déchet, de l'intervention au traitement final. Donc, tout ce qui concerne les demandes d'enlèvement, les bons de commande, facturation, ce que vous faisiez avant, voilà, on n'intervient pas dessus. Au moment de l'intervention, donc l'opérateur il renseigne sa fiche d'intervention et puis les éléments de la fiche d'intervention seront reportés sur le bordereau de fluide frigorigène. Une fois que ce bordereau est finalisé, alors il peut y avoir une étape de regroupement ou pas, hein, c'est le cas échéant. Donc, s'il y en a une, l'installation de groupement va signer l'arrivée, la collecte et puis prend en compte le déchet et va rééditer un bordereau à destination de l'installation de traitement. Ça se fait automatiquement en fait dans Track Déchets. Et puis le centre de traitement, à l'arrivée, il a l'obligation de peser et de dire qu'il a accepté le déchet et de dire ce qu'il en a fait. Et toutes ces informations-là sont reportées sur le bordereau, sur le récépissé et à disposition de tous les acteurs dans Track Déchets. Donc c'est l'objectif, hein, c'est de centraliser les informations et de les remettre à disposition au fil de l'eau. Après, je vous fais un petit focus sur la suivante,
sur l'usage de la fiche d'intervention, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur ce point-là et légitimes. Donc, l'objectif, c'est bien d'abord de faire des interventions et de renseigner la fiche d'intervention. Alors, il y a tous les cas de figure, hein. Le technicien le fait sur un outil, le technicien ramène les papiers et l'assistante le fait. Donc ça, tous les cas de figure restent un petit peu alignés dessus. Après, du coup, il y a ouverture d'un bordereau. Alors, ça peut être en amont aussi, mais on ouvre un bordereau, on reporte les éléments de fiche d'intervention. Et quand c'est prêt, avec le ou les contenants associés, puisque du coup, on peut en avoir plusieurs, on finalise le bordereau pour l'expédition vers un site. Du coup, voilà, et on peut faire le lien, puisque sur la fiche d'intervention, il y a un numéro, et ce numéro, il est reporté dans le bordereau. Donc, on permet de faire le lien. Et si sur le bordereau, vous avez mentionné le SIRET du détenteur de l'équipement, dans ce cas-là, il est en plus associé à la traçabilité et elle est disponible dans son espace sur Track Déchets. Alors, je peux vous montrer, alors on peut passer comment serait le récépissé avec Track Déchets, alors là où on en est aujourd'hui. Je l'ai un petit peu découpé. Donc, je l'ai découpé pour qu'il représente bien les étapes dans la plateforme également. Donc, dès qu'on est sur la plateforme, on dit j'édite un bordereau pour faire quoi, voilà. Donc, pour la collecte de déchets qui proviennent de fiches d'intervention ou pour tracer un fluide directement ou pour faire un groupement de contenants ou pour un reconditionnement ou pour une réexpédition. Donc, voilà, on reporte ces éléments-là. Le numéro de bordereau, il est imposé par Track Déchets de façon à ce qu'on ait un numéro unique et pas falsifiable, évidemment. Et contrôlable. Donc, on indique les informations du producteur ou du détenteur du déchet en cas 1 et en cas 2, l'installation de destination. Ça, ce ne sont pas des éléments qui changent par rapport à ce que vous connaissez. Ensuite, on peut passer. Voilà, on a une information sur le ou les contenants. Alors, s'il n'y a qu'un seul contenant, du coup, on met le numéro de bouteille. S'il y en a d'autres dans Track Déchets, on pourra en mettre plusieurs. Ils vont apparaître dans la page suivante. Tous les contenants apparaîtront en page suivante. Le code déchet et sa substance donc, vont être obligatoires, plus le code UN. Et puis après, c'est les informations donc, sur l'émetteur du bordereau ou le producteur. Et puis les informations du transporteur qui sont à renseigner, sachant que bientôt, on va pouvoir aussi identifier un transporteur étranger en renseignant son numéro de TVA intracommunautaire, sous réserve qu'il ait un compte aussi sur Track Déchets, quoi. On peut passer. Et alors, voilà, sur la fin, donc l'installation de destination qui avait été visée au cadre 2, comme d'habitude, doit indiquer l'acceptation du lot, la pesée qui est associée et quelle opération il a réalisée. Donc, soit il a récupéré ou régénéré des solvants, l'incinération, il a fait du groupement, il a reconditionné ou réexpédié, il est une installation d'entreposage provisoire. On a voulu être assez clair sur les choix et pas mettre la liste de tous les codes DR, donc vraiment aider au maximum les utilisateurs de la plateforme dans les choix possibles. Et si le déchet a été regroupé pour partir à l'étranger, dans ce cas-là, pour que le producteur sache où partent ses déchets, il y a lieu de remplir l'installation de destination prévue. Donc, c'est que dans le cas où on regroupe et ça part à l'étranger. Alors, on peut passer. Ah oui, pardon, ça c'est la page 2 dans laquelle on indique les autres contenants s'il y en a, sinon ça ne se complète pas, il n'y a rien. Si on a on a associé des numéros de fiches d'intervention au bordereau, on a un tableau avec les fiches d'intervention qui sont associées. Donc ça reste anonymisé évidemment pour qu'on n'ait pas forcément des données commerciales qui circulent. Et si on a fait un bordereau de groupement, dans ce cas-là, tous les bordereaux associés à ce groupement sont dans le 3e tableau. Alors, ces tableaux apparaissent que s'il y a besoin, évidemment, dans Track Déchets. Mais donc, ça peut apparaître sous ce format-là. Et pareil, les données des bordereaux regroupés sont anonymisées. On a donc les informations du bordereau, CAP, quantité et contenant, et le code postal pour connaître l'origine géographique des déchets. Mais on se limite à ces données-là pour le moment, quoi. Voilà, on peut passer. Alors, je vais parler un petit peu de l'interconnexion et de l'API. On peut continuer.
Donc, l'API, donc, c'est une petite application qui permet d'interconnecter la plateforme Track Déchets aux outils métiers. On prévoit une API la plus simple et la plus flexible possible avec 4 étapes de mutation. Et donc, ces étapes, ce sont des étapes qui figent les informations avant. Ça veut dire que tant que l'étape qui vous concerne n'est pas verrouillée, eh ben, il est possible de modifier les champs, de changer des éléments, etc. Mais on verrouille les champs en fonction des signatures. On peut continuer. Alors, sur le workflow, c'est-à-dire les étapes, on crée un bordereau, on y associe là où les fiches d'intervention, il y a une signature de prise en charge, réception, et il y a une étape où on peut partir en mode regroupement, expédition, reconditionnement, ou alors au traitement final. S'il y a expédition, il y a création d'un nouveau bordereau sur la droite. Dans ce cas-là, on rattache le ou les bordereaux associés qui sont en attente sur la plateforme ou dans votre outil. Et puis après, on repasse les étapes de signature. Et au moment de la prise en charge, on peut toujours refaire des boucles autant de fois qu'on veut. Par exemple, s'il y avait 2 ou 3 étapes d'entreposage provisoire, là, ce serait possible sans avoir multiplié beaucoup de papier. Donc, c'est juste finalise le bordereau et l'archive pour tout le monde. C'est sur la structure API, voilà ce que je disais, elle a été simplifiée et flexible. Alors, vous avez vu qu'il y avait 4 étapes de mutation. Sur le premier bordereau qu'on avait fait, il y en avait plus de 20. Donc, on va vraiment vers de la simplification. Le numéro, il est de type BSFF date et un champ aléatoire qu'on ne maîtrise pas non plus. Tous ceux qui sont impliqués sur le bordereau peuvent émettre le bordereau. Donc, voilà, on peut être le producteur ou le collecteur ou l'installation de destination. Dans Track Déchets, donc dans l'interface, il y a des favoris qui sont proposés à chaque fois pour aider un petit peu ceux qui veulent utiliser et pour retrouver rapidement les entreprises avec lesquelles elles travaillent. Elles vont retrouver tout ça dans un tableau de bord unique, simplifié, et dans lequel il y a même des filtres de recherche. Donc, on peut trier, utiliser largement l'outil, et tous ces éléments se reportent sur un registre qui répond à l'exigence de la réglementation, donc le registre des déchets entrants, sortants, transporteurs, ou alors un registre exhaustif qu'on peut récupérer aussi sur Track Déchets. Alors, si on veut commencer, alors, il y a on parle des éléments techniques. Il y a une documentation technique qui est complète, disponible sur Track Déchets. Alors, elle est tout en haut, on la trouve facilement. On peut tester l'outil en allant sur un environnement de test qu'on a mis en place. C'est exactement la même chose que le site de prod, mais là, vous pouvez utiliser tous les profils que vous voulez, faire tous les bandeaux que vous voulez, aller à l'extrême de ce que vous pensez pouvoir utiliser. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de sauvegardé. Donc, vous pouvez vous créer un compte. Et puis, pour les développeurs, on peut, voilà, après, il faut développer et se connecter. Donc, développer la connexion API, tester, et puis, une fois que vous êtes prêt, passer à l'étape de production. Alors, sur les prochaines étapes, évidemment, s'il y a des volontaires pour être bêta-testeur, alors je suis à la suite. Alors, bêta-testeur, c'est des entreprises qui veulent être informées de nos avancées, travailler l'interconnexion, qui ont voilà, des chaînes complètes qui vont pouvoir adhérer. Et puis, on a également à votre disposition énormément de ressources. On a une page ressources, des ressources dédiées, et on peut encore en concevoir, évidemment. Et puis, on communique auprès des canaux officiels assez régulièrement. Alors, la suite, c'est le calendrier. Alors, tout ce qui est travail de l'interconnexion, nous, l'API, elle est déjà disponible. Donc, on avait dit qu'elle serait disponible pour fin juin. Elle est disponible. La semaine prochaine, il y a un atelier technique. On a invité très, très largement les gens à se connecter. Alors, c'est vraiment que technique, c'est l'API, comment elle fonctionne en fait. On n'ira pas dans le détail de ce qu'il y a autour de l'environnement, de la plateforme ou de la réglementation. Ça reste vraiment un atelier très technique que les développeurs vont animer.
En septembre, la plateforme sera disponible pour la réalisation des bordereaux de fluide frigorigène. Donc, je crée un bordereau, je le signe, je le suis dans la plateforme, ça va être possible. Donc, on pourra réaliser des chaînes de tests complètes, communiquer et puis passer en production sur cette étape-là. Et au 1er janvier, pour le moment, comme l'a indiqué Elisabeth, il y a la dématérialisation qui est rendue obligatoire. Bon, après, les autres slides, parce que je sais qu'il faut aller un petit peu vite, j'avais 10 minutes. Voilà. C'est le forum technique qui est en ligne, la documentation de l'API. Donc, avec les liens, vous pouvez largement diffuser cette présentation. Et puis, on peut s'inscrire à une newsletter technique où nous, on informe en amont des sorties ou des modifications ou des nouvelles fonctionnalités de l'API. Donc, cette newsletter technique, elle a vocation à renseigner les intégrateurs de ce qui arrive dans l'outil. On peut passer. On a aussi une page de ressources avec des flyers, de la documentation, une foire aux questions. Il y a des vidéos, des tutos, comment je me crée un compte, comment je signe, comment signe le transporteur, etc. Donc, tout est sur cette page-là. Voilà. Et puis, les contacts, donc, moi, donc, tous les aspects métiers, vous pouvez évidemment me joindre. Alors, le mail, maintenant, il est commun à tout le monde sur Track Déchets. C'est hello@trackdéchets.beta.gouv.fr et puis on oriente les questions justement en fonction de l'aspect métier, l'aspect technique, l'aspect déploiement, communication. Voilà. Donc, j'ai terminé la présentation. Et je vous remercie. Je suis disponible s'il y a des questions, bien évidemment. Oui, merci beaucoup. Alors, on a reçu un certain nombre de questions là, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse toutes les adresser. Oui, je sais pas. Évidemment, vous transférez les questions. Est-ce qu'on peut éventuellement en prendre une ou deux? Je peux répondre rapidement aux premières. Alors oui, Track Déchets va concerner tous les déchets dangereux qui ont une traçabilité obligatoire. Donc, fluide frigo, déchets chimiques, VHU, DASRI, voilà. Et on travaille sur tous ces secteurs-là en même temps. Le détenteur en tant que producteur, même s'il n'est pas inscrit sur Track Déchets. Alors, pour pouvoir utiliser la plateforme, il faudra être inscrit sur Track Déchets. Alors, c'est une inscription qui est rapide. Hein. On se crée un compte, on associe son SIRET et puis voilà, on valide le mail qu'on reçoit et c'est terminé. Et après, voilà, on peut utiliser la plateforme. Concernant tous les fluides encore, j'ai répondu. Comment fait-on quand le frigoriste se trompe de producteur? Alors, si c'est trompé, il va s'en rendre compte au moment où il signe. Dans ce cas-là, il ne signe pas. Il peut réémettre un bordereau, ce n'est pas un problème. Les bordereaux, ce que je disais, on fiche les étapes. Alors, sachant que le producteur, ça va être le détenteur de l'équipement et lui, il ne va pas signer le bordereau. C'est l'opérateur ou le technicien, celui qui détient le déchet, qui va créer le bordereau, enfin, qui peut créer le bordereau, mais qui va signer la partie traçabilité. Le producteur, le détenteur de l'équipement peut avoir un compte sur Track Déchets. Idéalement, s'il en a un et que c'est une entreprise, il aura sa traçabilité associée. Mais pour l'instant, il sera visé que sur les fiches d'intervention. Y a-t-il un croisement avec SIDEREP? Alors, on en parle aussi. Ça fait partie des questions qu'on a. Effectivement, il faut pouvoir s'assurer que les opérateurs disposent bien des autorisations. Une attestation de capacité. Et donc, on va travailler dessus. Ça va faire partie des croisements de données qu'on pourra faire sur Track Déchets pour dire vous ne pouvez pas émettre, voilà, vous ne pouvez pas être un opérateur parce que vous n'avez pas l'attestation de capacité qui va bien. Donc, ça fait partie des réflexions, mais tout ce qui est contrôle, croisement de données, ça va arriver dans un second temps. D'abord, voilà, on veut aider à l'interconnexion au maximum et épauler les entreprises qui ont besoin pour leur expliquer la démarche et le fonctionnement de Track Déchets. Parfait, vous avez été efficace. Je pense qu'on a épuisé les questions. Merci beaucoup. On comprend bien la volonté de traçabilité. Je pense que ce que j'ai entendu, peut-être une autre question. L'utilisation de Track Déchets obligatoire pour tous les filles BSD. Tous les BSD. Il y a une fiche d'intervention dedans aussi.
Alors, je vais laisser expliquer, mais il n'y a que la partie de remise, en fait, que la partie basse, la partie BSD qui est transférée de manière numérique sur une plateforme Track Déchets. La partie intervention, Track Déchets s'en est pas occupé. En fait, la partie intervention, elle reste métier. Alors, actuellement, nous, on travaille sur la traçabilité que du bordereau, en effet. C'est-à-dire que la fiche d'intervention ne servira plus pour de la traçabilité, parce que ce n'était pas utilisé dans tous les cas et qu'elle pouvait être utilisée aussi. Il fallait parfois plusieurs fiches d'intervention pour remplir une bouteille. Donc, on a laissé la fiche d'intervention un petit peu de côté pour le moment. Il y a des réflexions pour savoir s'il faut aller plus loin ou pas sur la démat, mais ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, toutes les fiches d'intervention seront reportées sur Track Déchets, enfin sur Track Déchets dans le bordereau. Alors, soit par le biais de votre ERP directement, hein, parce que vous avez peut-être dématérialisé ces fiches déjà, vous avez les éléments et il va suffire juste de les pousser dans Track Déchets, on va le permettre. On permettra aussi de les rentrer à la main s'il y a besoin. Donc voilà, la fiche d'intervention ne servira plus pour la traçabilité, c'est le bordereau qui et le récépissé Track Déchets qui feront la traçabilité du déchet. Bonjour, merci. Merci, Monsieur Flao. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci, Madame Blaton, de vous être rendue disponible. Je pense que c'était important. De toute façon, on va relayer cette vidéo auprès des opérateurs qu'on a attestés. De toute façon, à les informer déjà qu'au 1er janvier 2022, donc, ils auront dans le cadre d'une récupération de fluide frigorigène, à saisir ces données-là dans une plateforme publique. Merci beaucoup. Je vais continuer du coup. Et je vais vous présenter DataBilan. DataBilan, qu'est-ce que c'est? C'est une application métier qui sert à enregistrer les interventions des frigoristes et à obtenir un bilan. Alors, pourquoi on s'est lancé dans ce projet? Ici, vous voyez à gauche la courbe des déclarations des bilans en 2020, mais en fait, c'est exactement la même courbe depuis 5 ans. Je suis remonté à 2016 et les courbes sont vraiment superposées. En fait, qu'est-ce qu'on note? On note que pour une obligation, vous connaissez, hein, qui est de déclarer la quantité de fluide manipulé l'année précédente, pour une obligation donc, de le déclarer avant le 31 janvier de l'année N+1, eh bien, le 27 janvier, on en est à moins de 50% donc, de déclaration. Donc, les 4 derniers jours, et là, je vais me tourner vers l'équipe parce que c'est un travail phénoménal qui est assuré par l'équipe pour que les 4 derniers jours, les bilans puissent être récupérés, traités et qu'on puisse échanger avec les opérateurs. Et vous voyez un peu la courbe là, des 4 derniers jours où finalement il y a 30% des opérateurs attestés par le Sémafroid qui se jettent sur notre plateforme pour déclarer les quantités manipulées. Bon, au total, on arrive à 80% et c'est ensuite aussi le travail de suivi de l'équipe qui nous amène à avoir, vous voyez, 2020, 94% de bilan déclaré. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'au 31 janvier, si on prend une photo des bilans qui ont été déclarés, il y en a 42% qui sont non conformes. Donc, ça veut dire qu'ensuite, il faut refaire un bilan. Corriger, analyser, comprendre ce qui se passe. Et quand je dis comprendre ce qui se passe, ça veut dire que le 1er février, il y en a 4 sur 10 qui vont se poser la question de ce qui s'est passé l'année précédente. Alors, imaginez le travail d'aller rechercher toutes les interventions qui ont été réalisées 12 mois avant et d'essayer de comprendre où sont les incohérences. Donc, on voit qu'il y a un besoin, en tout cas que nous, on a clairement identifié, de simplifier et de fiabiliser la déclaration des bilans. Et puis, il y a aussi d'autres besoins qu'on a identifiés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé DataBilan. Alors, DataBilan, c'est un outil, évidemment, qui permet d'enregistrer les interventions,
même hors ligne, hein, parce que nos opérateurs sont des entreprises qui vont travailler sur des parkings. Si je pense par exemple à ceux qui interviennent sur les caisses frigorifiques de camions qui transportent des denrées périssables, ou dans des lieux où en tout cas il n'y a pas de réseau, donc ces interventions peuvent être enregistrées même hors ligne. Il y a aussi le besoin aussi de gérer les équipements, les outillages. Pour simplifier, hein, on sait qu'en grosso modo, à chaque fois qu'on recopie une donnée dans une base de données, il y a à peu près 10% d'erreurs. Donc imaginez, vous saisissez une fois, puis ensuite vous ressaisissez, et vous voyez tout de suite le risque de perte de fiabilité. Donc l'idée, c'est de saisir une seule fois l'information et que cette information-là, elle soit disponible pour tous les utilisateurs, évidemment de la même entreprise, hein, les utilisateurs de l'outil, et sans évidemment ressaisie. Donc, quand je parle des données, ce sont les équipements et les outillages. Et puis ça permet aussi de suivre en temps réel les stocks, les achats, les remises en traitement. In fine, on dématérialise les CERFA, on obtient des bilans parce qu'ils sont calculés en temps réel. Donc, ça veut dire que, grosso modo, le 31 décembre de l'année N, on est capable d'obtenir un bilan et de le déclarer. Alors, ce qui simplifiera évidemment énormément le travail de l'équipe. On a pensé évidemment aux connexions, import, export, parce qu'il y a un tas d'applications en fait, qui sont derrière la gestion des interventions qu'on ne peut pas aujourd'hui réaliser avec un enregistrement papier, qui sont quelle est la quantité de fluide que j'ai utilisé, où est-ce que j'en suis de l'état de mes stocks, combien d'interventions je fais. Tout ça, ce sont des calculs qui sont faits de manière manuelle, alors que à partir du moment où on utilise ce genre d'outils, eh bien, on peut obtenir un état consolidé en temps réel. Et quand je dis consolidé, c'est consolidé pour plusieurs établissements au sein d'une même société. Donc, pensez à un groupe qui peut tout de suite voir ce qui se passe dans ces différentes agences. Voilà le principe de Dataly. Alors, je veux aussi parmi vous, il y a des entreprises qui ont participé à sa conception. Hein. Cette conception, évidemment, ce n'est pas simplement le Sémafroid qui s'est lancé tout seul dans cette aventure. On s'est entouré d'opérateurs pour aller comprendre ce qui se passait sur le terrain et du coup coller au mieux à la réalité. Et je fais le lien avec Track Déchets parce que toutes les données, vous avez vu, M. Flao a listé l'ensemble des informations qu'un opérateur, à partir du 1er janvier 2022, sera obligé de saisir dans la plateforme Track Déchets. En fait, toutes ces informations-là, elles sont déjà recueillies dans le cadre des enregistrements des interventions sous DataBilan. Donc, actuellement, et on est bêta-testeur de Track Déchets, on est en train de travailler pour relier DataBilan à la plateforme Track Déchets. L'idée, c'est de récupérer un numéro unique délivré par Track Déchets pour identifier les bouteilles, les interventions, et ensuite d'envoyer l'information, simplement en appuyant sur un bouton. Je remets en traitement ma bouteille, et du coup, toutes les informations qui sont nécessaires à Track Déchets sont transférées automatiquement sur Track Déchets. Donc, il n'y a plus à ressortir de DataBilan, re-rentrer dans Track Déchets, ou de saisir un CERFA papier, puis de rentrer dans Track Déchets. Non. L'idée, et c'est l'idée d'avoir, vous voyez, ce triangle qui se poursuit jusqu'à la droite du slide, c'est que DataBilan permet finalement de couvrir l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, on couvrait la partie intervention, puis on délivrait un CERFA, et ce CERFA ensuite servait de fiche suiveuse pour toutes les bouteilles qu'on remettait en traitement. Là, l'idée, c'est que DataBilan permette d'enregistrer les interventions, puis transfère les données automatiquement vers Track Déchets et récupère aussi les données de l'état d'avancement du traitement des bouteilles. C'est-à-dire que DataBilan va aussi récupérer les informations pour l'état des bouteilles dans leur phase de recyclage. Et DataBilan est aussi
connectés, d'une certaine manière, à DataFluid, qui est notre plateforme que vous connaissez tous, qui permet de gérer les attestations de capacité et les dossiers. Pourquoi? Parce que l'idée, encore une fois, c'est pour fiabiliser les données et avoir évidemment moins de travail de ressaisie, il y a un certain nombre de données qui sont à la fois dans DataBilan et à la fois dans DataFluid. Je pense par exemple à un détecteur de fuite. Le détecteur de fuite, il sert pour l'enregistrement d'une intervention sur un équipement, il sert dans DataBilan, mais il sert aussi dans la liste des outillages qui sont réglementaires, qui sont obligatoires dans DataFluid. Donc la connexion entre les deux, c'est une passerelle qu'on met en œuvre actuellement pour pouvoir avoir de cette façon-là une saisie dans une plateforme qui se dissémine dans l'ensemble des plateformes. On saisit une seule fois et on l'a partout. Je ne sais pas si je ne vois pas de questions à ce stade-là. Je voulais juste rappeler que voilà, Sémafroid, depuis 2008, délivre des attestations de capacité. Aujourd'hui, on a à peu près 6000 opérateurs qui sont attestés chez Sémafroid. J'entends en cours, valide, parce qu'on a délivré bien plus, évidemment, depuis ces années. Et parmi eux, on a quelques-uns de leurs représentants. Et alors, je crois que M. Morin de Gruau ne pourra pas se joindre à nous. Je crois qu'il y a une difficulté pour se rendre avec nous. Mais M. Farneau, vous êtes parmi nous et merci pour ça. Je voudrais d'abord vous salue, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire aujourd'hui. On échange depuis un certain temps avec Eiffage, évidemment, puisque vous êtes attesté depuis un certain nombre d'années. Et voilà, je voulais vous remercier pour la relation qu'on a avec vous, personnellement, et puis avec votre entreprise. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous, éventuellement? Voilà, je vais en parler un petit peu de notre relation qu'on peut avoir avec le Sémafroid. Donc, en fait, nous, moi, j'ai commencé chez Eiffage il y a 14 ans, en 2006-2007. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas tout allait bien dans ma première année de boulot, parce que je n'avais pas de flux de frigorigène. Enfin, je n'avais pas la réglementation sur les flux de frigorigène, donc ça allait très bien. Donc, en 2008 est apparue cette joyeuse réglementation qui nous a tous, je pense, un peu perturbés. Donc, il a fallu mettre des choses en place et donc se faire attester. Et donc, notre premier partenariat identifié, c'était, on va dire, je crois, en 2009, où on a été attesté, donc une première attestation. Alors, il n'y avait pas que moi dans le groupe, je n'avais pas le rôle que j'ai aujourd'hui. Donc, actuellement, moi, je suis référent national pour la branche énergie au niveau des flux de frigorigène. Donc, je gère la relation avec le Sémafroid qu'on a au niveau France. Je ne fais pas d'international encore. Mais donc, c'est quelque chose qui a été compliqué au départ. Et donc, Sémafroid nous a aidé pas mal dès la première certification. Donc, le but, c'était de certifier une petite filiale qui était en maintenance multitechnique. Donc, autant dire que du flux de frigorigène, on en a tout le temps. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, après, on a cette relation donc, de certification en premier avec vous. On a cette relation aussi de conseil que vous nous apportez et aussi la partie un peu certification. Et je tiens à remercier aussi Mme Dizachia parce que Dieu sait que ça a été compliqué pour Eiffage il n'y a pas longtemps. Parce qu'on a renouvelé tous nos contrats. Donc, on est passé d'un contrat, on va dire, unique par prestataire, par SIRET, à un contrat un peu cadre pour la branche énergie. Donc, il fallait réunir tout le monde. Et donc, déjà, c'est un gros travail de faire ce contrat-là. Et après, c'est un gros travail de faire suivre, de renouveler tout ça. Donc, on a eu je pense, c'était quoi l'année dernière, je crois, l'année dernière ou 2019, je crois. 2019. Ouais, 2019, on a renouvelé en fait la plupart de nos attestations sur la branche énergie. Donc là, on a eu beaucoup de relations. Et je tiens vraiment à remercier le pôle certification parce qu'ils nous ont vraiment aidés et ils ont vraiment été compréhensifs parce que dès que vous êtes dans un grand groupe comme Eiffage, vous imaginez bien que les typologies et les actions qu'on peut avoir, c'est assez compliqué. Donc, je rejoins tout à fait
Monsieur Vallée sur le fait que nous aussi, on fait le dernier jour, les 4 derniers jours. Je pense que toutes les DR, DEFAGE, Énergie Système, on donne notre bilan au dernier jour, jusqu'au dernier reliquat. Parce que ça s'explique aussi, ça c'est pour vous, Paul Sémafra, ça s'explique aussi, c'est que souvent on fait valider nos bilans par les directeurs régionaux, en fait. Donc ça prend du temps, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. On vous a aussi utilisé pour un rôle de formation, conseil, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'avec les nouveaux fluides, comme le CO2 et la partie un peu A2L, etc., on nageait un peu dans le trou. Donc là, vous avez été d'un grand conseil, vous avez proposé des formations qu'on n'a pas encore, on ne sait pas trop où on va encore actuellement, parce qu'on essaie de voir un peu ce qui se fait sur le marché. Pour l'instant, on a plus des fluides, on a plus d'Ekin qui est très moteur sur des fluides un peu, on va dire bas carbone, mais pas dangereux. C'est juste que c'est des fluides quand je sais juste que quand la machine elle a un petit défaut, la charge est déjà partie. Donc ça, il faut qu'on réapprenne à bien déclarer ça à la préfecture. Voilà, parce qu'avant, on ne perdait pas toute la charge, maintenant on perd toute la charge. Donc quand il y a 260 kg qui partent, voilà, on a eu ce problème-là sur un groupe 3. Donc il faut savoir que tout ce qui est on va dire fluide un petit peu naturel, évidemment, ça part vite. Donc, je ne sais pas si c'est une question de pression ou quoi que ce soit, ça c'est plutôt mes collègues un peu techniques qui l'ont. Alors là, je vois que M. Youmi Idrissi est ici et il pourra vous aider. Voilà, nous, on a eu des petits soucis là-dessus. On a eu ça sur un groupe, on ne sait pas pourquoi tout est parti. C'était juste préciser qu'il est le directeur du pôle expertise chez Sémafra. Eh ben, ça va être impeccable, hein. Comme ça vous allez pouvoir m'expliquer. Et donc après, qu'est-ce qu'on peut dire encore de nos relations, c'est qu'elles sont. Voilà, donc moi j'ai participé au côté un peu data bilan, vous leur demandez, donc forcément, moi j'ai dépendalisé tous mes CERFA avec une application. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup non plus sur le marché. Hein. Et j'ai essayé, donc on a essayé de voir aussi avec M. Vallée ce qu'ils étaient capables de nous proposer avec on va dire, avec ce partenariat-là et ces connexions, parce que la dématérialisation, elle est essentielle. Et on va pouvoir avoir, je suis plutôt content de ce que je viens d'apprendre de Track Déchets, parce que je pense que les DSD, je ne sais pas si mes camarades ici présents confondent, les DSD, c'est quand même assez difficile à gérer. Je pense que lors de nos audits, ça a été parfois compliqué justement pour avoir la traçabilité de ces déchets jusqu'au bout, voire pratiquement impossible. Je sais que voilà, on a été en négociation avec M. Vallée parce qu'on a eu des remarques et d'avoir tous les acteurs qui jouent le jeu, c'est compliqué. Parce que, nous, on n'est qu'une roue à travers la chaîne, on n'est que collecteur de déchets au final, on n'est pas détenteur. Nous, on prend des déchets, on les retraite, on répare des machines et après, on les envoie chez les distributeurs, donc comme GSF, Foresco, si vous voulez. Et ça dépend où vous tombez, vous avez de la traçabilité ou pas. La trace déchets va permettre de. Voilà. Et ça va être je pense que ça va être une très bonne chose. Et je pense que M. Vallée je pense qu'on a eu des cas où on a pu discuter ensemble et vous avez été plutôt de bons conseils. Et le dernier point après, c'est l'utilisation on va dire, de data fluide. Alors, moi, j'aimerais, comme tout le monde, que ça évolue, que ce soit un peu plus souple pour nous, etc. Mais il faut quand même reconnaître qu'on a quand même ce côté attestation dématérialisée. Moi, ça me permet d'avoir quelque chose de centralisé. J'ai 2 BU qui font du fluide frigorigène. J'ai beaucoup de techniciens. Donc ça me permet aussi d'avoir une vision de où j'en suis et ce que je dois mettre à jour. C'est déjà beaucoup. Les petites nouveautés qu'on a eues, c'est que maintenant, avant de faire un bilan, elle nous dit quand même attention, vous êtes en train de faire une bêtise. C'est quand même déjà bien. Avant, ça ne nous le disait pas. C'était plutôt le Sémafra qui nous appelait et disait attention, vous avez fait une bêtise. Là, maintenant, on vous dit attention, là, il y a un problème. Là. Ou attention, il va falloir préparer des documents parce que là, vous avez du R22 en stock, il faut faire quelque chose. Quoi. C'est vrai, il y a des alertes automatiques qui permettent. Qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est appréciable parce que ça simplifie un peu et ça nous évite un peu les erreurs de frappe qu'on a pu faire et que moi, j'ai pu récupérer parce que j'ai eu ma deuxième attestation et je vais bientôt en avoir une troisième. Attester, donc on va un peu transpirer. Donc la deuxième attestation, moi j'ai récupéré le travail de quelqu'un qui
Ça faisait 5 ou 6 ans qu'ils en faisaient et je n'avais pas l'antériorité. Donc, vous arrivez sur quelque chose, les premiers bilans que vous faites, c'est un peu sport. Surtout quand la personne s'est trompée beaucoup de cases. Donc, vous avez mis du neuf au lieu du récup, etc. Donc, après, voilà, c'est le genre de relation que je peux avoir avec M. Vallée, où je vais l'appeler en lui disant, bah voilà, moi j'ai ça. La dernière chose qu'on a eue, c'était justement des stocks de filtres hydrogène qu'on avait récupérés sur des sites. Parce que quand on est mainteneur, c'est-à-dire qu'on récupère des sites après un appel d'offres, alors ça, on est content, mais il y a des gens qui nous laissent des cadeaux. Donc voilà, il y a des gens qui nous laissent des cadeaux et donc il faut les retraiter. Et donc là, M. Vallée m'a bien aidé en me disant, bah, écoutez, vous faites ça au maximum de vos capacités. Ça m'a bien aidé parce que en gros, je vous ai cité sur certains distributeurs et au début, ils étaient et puis je lui ai dit, bah, écoutez, appelez le Sémafroid. Moi, j'ai le Sémafroid qui m'a aidé là-dessus. Ils m'ont dit, bon, on fait ça. Je lui ai dit, après, voyez-vous. Hein. Je lui ai dit, vous avez. J'ai dit à votre nom sur votre bouteille, donc moi, il faut bien que je la remette. Donc voilà, donc, ça m'a permis d'avoir un petit côté un peu appuyé. Donc ça, je vous en remercie. Ils ne sont pas venus se plaindre. Ils ne sont pas venus se plaindre, mais en tout cas, le nom de Sémafroid, alors je ne sais pas s'ils sont chez vous, mais le nom de Sémafroid, en tout cas, leur a dit ouais, bon, ok, d'accord, pas de problème. Donc ça, c'est appréciable et je tenais à vous remercier. Et puis, c'est déjà bon. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. On voit que vous savez de quoi vous parlez. Oui, ça, c'est appréciable. Ben, je vous remercie. Juste un mot. Merci. Juste un mot peut-être sur la digitalisation. Alors hier, on avait un atelier, Gérald l'animé. On a un grand projet de refonte en fait de nos différentes applications qui est lancé. Alors DataVilan est une première brique en fait, ce que j'ai présenté tout à l'heure. C'est une première brique, mais il y en a d'autres qui suivent et notamment DataFluid pour voilà, s'aligner avec les mêmes technologies et la même ergonomie. Ce sera très bien parce que c'est vraiment s'il y a vraiment une seule critique de DataFluid, c'est vraiment ce côté un peu ouais, pas vieux, mais un côté un peu rigide, parfois un peu de souplesse. Surtout quand on est mainteneur, on a beaucoup de turnover, donc c'est compliqué. On a bien pris note et voilà. La décision est déjà prise de se lancer là-dedans. C'est très bien. Et je vous remercie encore. Mais merci à vous. Alors, je ne sais pas si on va avoir Monsieur Fontaine. Bonjour, il est bien là, Monsieur Fontaine. Bonjour, Monsieur Fontaine. Alors. Oui, alors, Monsieur Fontaine. L'intervenant précédent venait de Vélizy. Vous venez d'un petit peu plus loin. Vous pouvez nous dire de pas beaucoup, mais quand même. Je viens en fait d'un pays où en ce moment c'est l'hiver, pratiquement il fait très très froid, 19 degrés en hiver, ça va. C'est le même pays, hein. Ah. C'est le même pays. C'est le même pays, c'est le même pays. Bras ouverts, on vous accueille quand vous voulez. Ah, c'est gentil. Donc vous êtes à La Réunion. Oui, c'est ça. Et ben voilà, on voulait avoir votre témoignage. Merci d'être parmi nous. Je crois que c'était important, puisqu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps une filiale donc à La Réunion, d'avoir le témoignage d'un client opérateur de La Réunion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que vous êtes venu jusqu'à nous ou est-ce qu'on est allé vers vous? Je ne sais pas. D'accord. Alors, d'abord, ma société, donc une petite structure. Hein, j'ai été en auto-entrepreneur pendant 2 ans et puis en début d'année, je me suis mis en EURL. Donc, DMH, donc dépannage, modernisation, habitat, ça veut dire que en fait, le froid n'est pas le seul métier que je fais, que j'exerce. Beaucoup de mes clients me demandaient d'intervenir dans ce secteur d'activité. Donc, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir essentiellement faire de la clim. Hein. C'est mon créneau à moi, clim et pompe à chaleur, puisqu'on intervient aussi sur les piscines. Donc, l'élaboration du dossier, bien sûr. Donc, j'étais chez un fournisseur pour pouvoir faire l'acquisition du matériel et demander à avoir mon attestation. Et c'est mon fournisseur, en fait, je lui dis quel est l'organisme que je pourrais éventuellement contacter qui pourrait me donner mon attestation. Et c'est comme ça que j'ai connu donc Sémafroid, Séverine. Et puis, Navarien qui s'occupe.
Oui. Des attestations de capacité et finalement de toute la filiale à La Réunion. Voilà. Et ça se passe tellement mal que vous voyez, aujourd'hui, je suis dans vos locaux pour vous parler à La Réunion. Ah oui, ça... Et je pense que vous reconnaîtrez. Ah, je n'avais pas vu, pardon. Voilà, j'ai entendu mon nom, alors je suis venue. Comme on est sur une île, elle est juste à côté. Voilà, elle a vu de la lumière et elle est entrée. En fait, non, moi, ce que j'ai à dire, vraiment, pas grand-chose, si ce n'est que, voilà, hein, comme on avait dit, comme j'ai mis dans le titre de mon intervention, l'importance d'un suivi par des experts. C'est le seul mot que je peux dire pour Sémafroid. C'est vraiment des experts. Moi, on a vraiment la chance d'avoir Sémafroid ici. Parce qu'en fait, ben, moi, j'ai la tête dans le guidon, hein, tous les jours sur le terrain. Et quand on m'a annoncé quand même toute cette partie administrative qu'on a à gérer derrière, qui est relativement lourde, en plus de nos journées de travail, je pense que j'aurais fait partie de ceux qui se connectaient la dernière journée, vous voyez, pour le bilan. J'ai l'impression que les entreprises sont reconnues aujourd'hui. Hein. Oui, moi le premier. Et donc voilà, donc cette démarche, je l'ai faite auprès de Séverine au tout début et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus qu'un organisme qui donnait des certifications en fait. C'est vraiment pour moi le soutien. Pour moi, dans ce métier, on doit être chacun un spécialiste dans son domaine, quoi. Et pour la partie administrative, en plus, pour respecter toutes les règles environnementales et être sûr de faire un travail de qualité, vraiment, moi, je préconise Sémafroid parce que c'est vraiment un accueil, c'est de la formation, c'est un suivi. Voilà, donc mon témoignage, il est un peu dans ce sens, quoi, hein. Et puis, il y a eu l'attestation, et puis ensuite, donc, il y a eu Climeco. Donc, pareil, donc, j'ai été sollicité, j'ai fait la formation, je suis partenaire, ça se passe super bien. Pareil, là, c'est encore quelque chose de magnifique dans le sens où il faut savoir qu'on est extrêmement concurrencé, comme partout, hein. Mais quand on va dans les grands centres commerciaux ou les grands centres de bricolage et qu'on voit des gens qui affichent des clims à 200 €, 250 €, et que nous, on vient avec notre professionnalisme, avec un travail de qualité, avec tout ce suivi derrière, peut-être que les clients ne s'en rendent pas compte, mais qui a un prix, en fait. On voit que là, ben, avec Climeco, par exemple, ben, grâce à ça, et via Sémafroid, on va dire que vous m'avez fait passer à un niveau au-dessus, au niveau qualité, dans la partie vente. Puisqu'on se sent rassuré, on arrive, on a vraiment des éléments, on a un client. J'ai plus peur d'aller devant mes clients. En fait, on intervient devant un client, on a des super tracts, on les fait connecter sur le site, on leur montre vraiment qu'on apporte le plus, quoi. C'est pas une clim qui est installée dans un rayon et qu'on peut acheter, comme on allait s'acheter un paquet de cigarettes, j'ai envie de dire, quoi. C'est vraiment un suivi, c'est des réponses, c'est l'assurance de faire un travail de qualité. Donc, voilà, en tout cas, moi, après Climeco, eh ben, voilà, on avait pas mal de fois évoqué avec Séverine mon inquiétude sur justement les déclarations de fuite, puisque ça allait être ma première année, comment ça allait se passer. Eh ben, je ne sais pas les autres, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de venir dans les locaux de Sémafroid et pour la première fois donc, que je faisais cette déclaration, Séverine m'a assisté, m'a aidé pour que je puisse faire ça sereinement, ne pas avoir d'erreurs. C'est comme ça qu'elle a profité pour introduire donc, DataBilan, hein, elle fait bien son travail. Et du coup, maintenant, avec cette petite appli, champion du monde, quoi. On va faire les choses beaucoup plus simplement. Pareil, on se fait aider. C'est un très, très beau partenariat. Vraiment. Bah, écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter, moi, ça? Pas grand-chose. Je ne sais pas. Alors, j'ai pas 10 minutes à vous donner. Je ne sais pas. Ce sont les clients qui en parlent le mieux, comme on dit. C'est ça? Ah ouais. Voilà. Ouais. Un mot, Monsieur le Président? Peut-être? Oui, je pense qu'il y a, tu disais, Olivier, il n'y a rien de mieux à dire. C'est le témoignage de nos clients qui parlent de lui-même et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire tous au Sémafroid au quotidien. Vous avez témoigné de l'approche que nous avons et je pense que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui la vivent de l'autre côté. L'importance de ces journées, c'est aussi d'écouter. Je remercie
Laurent Fontaine pour ce témoignage. Et juste quelques minutes avant, Séverine intervenait dans l'autre séminaire, dans l'autre salle. Mais on a ce même retour, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir le retour des clients, parce que pour mieux vous servir demain, mais on a besoin de vos retours. Qu'ils soient excellents comme celui qu'on vient d'entendre, et ça fait plaisir, et je crois que ça fait plaisir à toute l'équipe d'entendre ces témoignages-là, et c'est important. Ah oui, moi j'applaudis toute l'équipe, hein, vraiment. Je sais qu'il y a une grosse équipe derrière. Et parfois aussi, parce que vous avez des souhaits d'amélioration de ce qu'on fait. Et on a besoin de ces retours positifs ou moins positifs, mais c'est super important. Et en tout cas, merci beaucoup, Laurent Fontaine, pour ce témoignage qui est très positif et qui fait plaisir, je peux vous le dire, à toute l'équipe du Sémafroid. Et vous le dites mieux que je peux le leur dire. Hein, bravo, et en particulier à l'équipe Fluide ici, à Séverine à la Réunion, qui fait un très gros travail, et avec une difficulté supplémentaire, c'est celle d'être toute seule à des milliers. Mais non, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. C'est des clients qui sont, voilà, qui suivent leur famille, c'est la foi. C'est important quand on est responsable d'une agence à quelques milliers de kilomètres de ses collègues, et c'est particulièrement important. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. 13h15. Alors, on va juste, pour terminer avec Laurent et Camille, vous faire un petit mot de conclusion de l'ensemble de ces 2 journées. Merci à Olivier pour l'animation de ce dernier atelier. Merci à toute l'équipe d'y avoir participé activement. Et on va essayer de conclure en quelques mots avant d'aller boire un verre et de manger, de poursuivre la discussion dans la cour aujourd'hui. Je te laisse peut-être commencer, Laurent, sur la participation. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier tous, les personnes qui étaient présentes et puis ceux qui se sont connectés. Nous étions à peu près à environ 200 personnes sur les 2 journées. Et on a eu une météo qui était quand même assez clémente, donc ça s'est plutôt bien passé. Je voudrais aussi nous voudrions vous remercier les exposants aussi qui ont amené leur matériel pour montrer ce qu'ils avaient aussi. Et voilà, je pense que les 2 journées se sont bien passées. Et voilà, merci encore à tout le monde et aussi le personnel qui a œuvré pour que tout se passe bien. Merci Laurent. Quant à moi, je voulais particulièrement vous remercier pour la qualité des interventions et des présentations qu'on a eues. Croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des conférences dans ma vie précédente et ce n'est pas toujours le cas. Je crois que là, on avait un panel d'intervenants dont la qualité des présentations, que ce soit d'un point de vue strictement technique ou scientifique ou même stratégique, était très largement de haut niveau. Et on accote, je pense, des conférences qu'on pourrait voir à des niveaux internationaux. Donc, merci à vous pour votre engagement, parce que c'est du travail de préparer des présentations, c'est du travail de se déplacer, de venir parler de ces sujets-là. Donc, un grand merci, et puis j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine pour d'autres sujets passionnants. Merci beaucoup. Et puis, ces journées techniques prennent fin, mais ce n'est qu'une étape, et nous continuons les échanges avec vous à travers un certain nombre d'opérations. Tout d'abord, depuis l'année dernière, où nous avons dû annuler les journées techniques en présentiel, nous avons lancé des opérations en visioconférence. Et donc, nous organisons tous les mois des webinaires sur des sujets différents. Et donc, nous vous invitons à suivre nos programmes de webinaires et à y participer. Merci à tous ceux qui y interviennent. Ce sont des séances d'1 heure qui répondent aux souhaits que vous aviez émis, participants et intervenants l'année dernière à nos journées techniques en ligne. Et donc, je vous invite aussi à répondre au questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra pour ces journées, parce que tous les retours que vous nous faites nous permettent d'améliorer le contenu, l'organisation et la forme de ces échanges. Donc, merci aussi de votre contribution à froid sur ces journées pour nous aider à progresser. Cette année, nous avons fait le pari de garder ces journées en format
mixte, présentiel et à distance. Malheureusement, nous n'avons pu annoncer que très tardivement les modalités de participation ici sur le site. Donc, ça a été plus compliqué pour tout le monde. En tout cas, à vous qui êtes ici aujourd'hui, merci d'être venus. Je pense que c'est important de relancer ces échanges en présentiel. Hein, la technologie, c'est super, mais je suis convaincu que rien ne remplace le contact, les échanges, les discussions, le terrain. Rien ne remplace, comme ça a été le cas tout au long de l'année, le contact avec vous. Et vous le savez, nous sommes là. On a parlé de digitalisation pour le futur. Vous venez de parler, dans le dernier atelier, on a parlé des outils qu'on met en œuvre de data bilan, de data fluide, pour vous accompagner. Ces solutions n'ont de sens que si derrière, il y a les échanges humains, les échanges à travers les hotlines téléphoniques et toute l'équipe qui, au quotidien, vous répond, mais aussi les échanges et les rencontres sur le terrain, que ce soit avec les auditeurs qui viennent sur le terrain pour l'ATP, pour les fluides, pour l'expertise, mais aussi les échanges sur les labos ici et les gens qui viennent faire des essais. C'est notre souhait au quotidien de garder cette relation directe avec vous et c'est important. Donc, merci. Je tiens à remercier toute l'équipe du Sémafroid qui, soit dans la salle, soit dans les coulisses, soit à distance pour les autres sites, s'est fortement impliqué pour l'organisation de ces journées, pour son contenu, pour la pratique. C'est une mobilisation de tout le monde. Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous d'être venus et rendez-vous très bientôt sur nos événements en ligne, évidemment, et qu'à partir de maintenant, nous ferons aussi en présentiel, c'est-à-dire que ces séminaires d'1 heure, pour ceux qui veulent venir participer, ce sera possible de venir participer ici. Pour ceux qui veulent participer à distance, ce sera à distance, évidemment, c'est l'intérêt. Hein, dans les séminaires que nous avons faits depuis l'année dernière, nous avons eu le plaisir de constater que nous avons eu jusqu'à 18 pays participants au séminaire en ligne, ce que nous n'avions pas du tout anticipé, et jusqu'à plus de 200 personnes pour un séminaire d'1 heure. C'était un beau succès grâce à tous. Et donc, participez-y et puis rendez-vous pour les prochaines journées techniques du Sémafroid où on espère pouvoir, cette fois-ci, ne plus avoir de jauge, ne plus avoir de masque, ne plus avoir de contraintes. Je pense qu'on y aspire tous. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous invite à poursuivre dans la cour avec un verre et quelque chose à manger. À tout de suite. Merci. Merci et bravo à vous.